à toutes vos questions relatives à la recherche d'emploi. Donc voilà, aujourd'hui j'anime la 4e webconférence de Recrute. La première a été animée par Madame Montan, qui est la DGA de Recrute et qui avait comme thématique la recherche d'emploi. La seconde a été animée par Maître Benani et qui a répondu à toutes vos questions relatives au code de travail. Et la troisième, en fait, on a eu l'honneur de recevoir l'équipe RH de Renault qui a en fait exposé sa stratégie RH 2015 et 2016. Et me voilà, moi aujourd'hui, j'anime la 4e pour répondre à toutes vos questions relatives à la recherche d'emploi. Je suis très ravie d'être parmi vous aujourd'hui et j'espère qu'on va passer une heure d'interactivité et d'échange très constructifs. Alors voilà, déjà pour démarrer, enfin peut-être avant de démarrer, ça serait bien que je me présente. C'est Kautsar Zouhairi, consultante RH chez Recrute et responsable du pôle support RH. Donc voilà. En fait, je me suis présentée. Je vais profiter de l'occasion pour rappeler un peu le concept des webconférences pour ceux n'ayant jamais assisté à nos webconférences. Alors, le concept, c'est simple. Recrute a toujours voulu accompagner ses candidats et ses clients dans la gestion de leur recrutement. Alors côté candidat, on n'a jamais hésité à donner nos conseils en termes de recherche d'emploi, de rédaction de CV, de passation des tests, d'entretien, etc. Et donc nous avons toujours envoyé des newsletters, des capsules vidéo, audio aussi, tout ça pour mieux vous conseiller dans votre recherche d'emploi. Et aujourd'hui, les webconférences, on va dire, c'est un outil qui se rajoute à la liste pour pouvoir vous permettre de mieux gérer votre recherche d'emploi. Donc voilà, aujourd'hui, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est la 4e webconférence. C'est une heure d'interactivité et voilà, sachez que vous aurez accès à cette vidéo par la suite pendant un an sur le site et vous avez aussi d'ailleurs là tout de suite accès aux 3 autres webconférences animées à ce jour. Donc voilà, j'espère que vous serez nombreux à assister aujourd'hui. Soyez généreux en nous envoyant vos questions. Comme ça, j'essaierai au fur et à mesure de répondre à toutes vos interrogations. Donc voilà. Alors, avant de vous donner l'agenda du jour, avant de vous exposer les thématiques qui seront abordées aujourd'hui, je passe rapidement par une petite présentation de Recrute. Je préfère le faire parce qu'il y a plusieurs personnes qui se demandent qu'est-ce que c'est que Recrute, quelle est la raison d'être de Recrute. Donc voilà, Recrute, est-ce que c'est un cabinet? Est-ce que c'est un cabinet d'intérim? Est-ce que vous êtes des chasseurs de tête? Enfin, Recrute, c'est tout simplement un portail. Un portail qui joue le rôle de l'intermédiaire entre les candidats et les entreprises. C'est-à-dire, voilà, avant 2005, les Marocains, ils avaient un peu du mal à postuler parce qu'on devait faire du porte-à-porte. Après l'ouverture de Recrute, la candidature peut être envoyée très facilement, rien qu'avec des clics. Justement, on a rendu, on va dire, une bonne partie des postes de travail accessibles à tout le monde et rien qu'avec des clics, vous pouvez consulter les offres qui vous intéressent le plus et qui correspondent à votre profil. Après, vous répondez directement sur la plateforme et les clients derrière reçoivent dans l'immédiat votre CV, pas par email. Ils le reçoivent directement sur la plateforme, ils traitent directement sur la plateforme. Donc, Recrute, c'est un intermédiaire, c'est une solution informatique, on va dire, une plateforme qui permet de relier les candidats et les entreprises. Voilà. Donc ça, c'était Recrute. Aujourd'hui, nous avons pas mal d'offres d'emploi visibles sur nos pages au quotidien, que ce soit au Maroc, au Maghreb ou au niveau de toute l'Afrique. Nous avons une CVTech dans laquelle vous pouvez vous inscrire et dans laquelle nous avons plusieurs clients qui piochent dedans pour chercher la perle rare, on va dire. Et nous avons aussi des articles que nous mettons souvent en ligne ou que nous vous envoyons par email pour mieux vous accompagner dans votre recherche.
Voilà. Alors, si je vous donne quelques chiffres de recrute, aujourd'hui, nous avons 2500 entreprises qui annoncent sur nos pages. Nous avons plus de 550 postes proposés sur recrute depuis l'ouverture en 2005. Et nous avons à peu près 153 personnes recrutées par jour sur nos pages. Et ça, c'est une information que nous avons recueillie grâce ce qu'on appelle les enquêtes de satisfaction que nous faisons généralement et nous envoyons à nos clients. Donc voilà. Alors, recrute, c'est tout simplement 40 personnes à votre écoute, 40 personnes qui sont là pour répondre à vos questions, à vos interrogations, pour vous soutenir en fait dans votre recherche d'emploi. Donc là, je partage avec vous la photo de l'équipe recrute au Technopark avant qu'on déménage ici à Loudani, parce qu'en fait on a déménagé il y a quelques mois là, à peu près une année on va dire. Voilà, ça c'est l'équipe recrute qui vous passe le salut par la même occasion. Voilà, alors je vous explique un peu comment j'ai préféré gérer cette webconférence, parce que je pouvais très bien en fait préparer des slides en amont, une présentation on va dire très généraliste qui traite la recherche d'emploi d'une manière générale. Mais je me suis dit finalement ça serait quoi la valeur ajoutée de cette webconférence si je ne traite pas vraiment les questions que vous avez posées en amont. Donc l'idée est très simple. J'ai pris en fait toutes les questions que vous avez posées au moment de l'enregistrement à cette webconférence. Je les ai analysées, je les ai on va dire classées dans des rubriques. Et voilà, j'ai pu dégager en fait des sous-thématiques qu'on va traiter ensemble. Et donc voilà, vous avez posé des questions relatives au CV, à la rédaction du CV. Vous avez posé des questions relatives à l'entretien téléphonique, à l'entretien physique, le face-to-face. Vous avez aussi posé des questions relatives à l'utilisation de la plateforme en général, que ce soit de la part des clients ou de votre part. Et vous avez aussi posé des questions par-ci par-là, ce que j'ai mis dans la rubrique divers. Donc voilà, ça c'est les rubriques que j'ai identifiées. J'espère que vous voyez là tout de suite les slides que je suis en train de défiler. Donc voilà, vous avez plusieurs rubriques. Vous avez la rubrique recherche d'emploi, les questions relatives à l'entretien téléphonique, d'autres qui sont relatives à l'entretien face-to-face, d'autres aussi qui concernent l'entretien, plutôt après l'entretien, et des questions plutôt techniques. Donc voilà, là tout de suite, on va démarrer avec la première rubrique, à savoir la recherche d'emploi. Alors, déjà, je tiens à préciser que vous avez été nombreux à vous enregistrer au niveau de cette webconférence et je tiens à vous remercier. Je tiens à vous remercier aussi pour votre générosité parce que vous nous avez fait part de plusieurs questions. Nous avons reçu à peu près 900 et quelques questions. Elles ont été toutes pertinentes. Il y en a certainement celles qui se répètent, mais en tout cas, voilà, j'ai sélectionné celles qui ressortent le plus et qui concernent en fait la thématique générale de cette webconférence, à savoir la recherche d'emploi. Donc, dans un premier temps, on a eu Abdelhadi qui nous demande, en fait, c'était quoi sa question? Plusieurs personnes se posent la même question, pourquoi on ne nous contacte pas, même si parfois le profil correspond, plutôt le profil de la personne correspond au poste. Alors Abdelhadi, tout d'abord, quel est le taux de matching, ce qu'on appelle le matching dans le jargon RH, mais quel est le taux de matching et de correspondance entre votre profil et l'annonce à laquelle vous répondez? Alors, déjà, tout est relatif. Je peux très bien répondre à une annonce et je vais me dire, très bien, moi je corresponds parfaitement parce que là, il demande telle formation, je l'ai, il demande telle expérience, je l'ai. Mais voilà, il y a peut-être un petit détail que j'ai loupé au niveau de l'annonce, un critère de sélection que j'ai
omis de voir, d'analyser et en fait qui constitue vraiment l'élément le plus important pour le recruteur. Je donne un exemple, un recruteur qui cherche un responsable recrutement par exemple, ayant un bac plus 5 de formation et qui a 5 ans d'expérience. Très bien, bah voilà, la personne va se dire ok, je corresponds parfaitement, j'ai répondu à l'annonce. 15 jours plus tard, j'ai pas de feedback. Pourquoi? Or que dans l'annonce, à l'intérieur, au niveau du descriptif du profil recherché, le client a bien précisé qu'il cherche quelqu'un d'anglophone, parfaitement anglophone. Donc, si par exemple cette personne qui a répondu à l'annonce qui n'a pas un anglais courant et c'est bien marqué sur le CV, franchement, pourquoi le recruteur va le contacter? C'est tout à fait normal qu'il commence à traiter les CV des personnes parfaitement anglophones. Donc, encore une fois, le fait de parler de matching entre le poste et le profil, il faut vraiment prendre le soin d'analyser l'annonce. Voilà, limite, vous allez vous faire une auto-évaluation. Vous allez poser votre CV, vous allez mettre à côté l'annonce, le descriptif de poste et vous allez lire. Ok, ça je l'ai, tel critère je l'ai pas. Et voilà, vous évaluez et vous voyez si vous correspondez en grande partie au profil. Si c'est le cas, très bien, bah vous postulez et vous aurez certainement la chance d'être contacté. Donc voilà, j'espère avoir répondu à votre question, Abdullah. Après, il y a un autre détail. Il faut l'avouer, avec l'e-recrutement, il n'y a pas que des avantages, il y a des inconvénients. C'est-à-dire que l'e-recrutement vous facilite la tâche en tant que candidat, ça vous donne la main pour pouvoir postuler facilement, rapidement et voilà, d'une manière très, on va dire très rapide. Mais ça peut avoir un petit inconvénient, c'est-à-dire que tellement le client va recevoir ou l'entreprise va recevoir des CV, elle aura une panoplie, on va dire, de profils. Elle aura le choix, elle va vraiment prendre la crème de ces CV-là et ceux qui correspondent parfaitement. Donc voilà, l'entreprise va recevoir plusieurs CV et c'est normal qu'elle va commencer à trier et à être exigeante par rapport à la sélection. Donc ça, c'était, voilà, ça c'est parmi les avantages et peut-être aussi les inconvénients de l'e-recrutement. Et des fois, votre CV, il est noyé dans la masse. C'est tout à fait normal que d'autres candidats, peut-être, ils seront privilégiés parce qu'ils correspondent parfaitement. Alors, Youssef, elle nous dit, est-ce que le fait de postuler en ligne est suffisant pour décrocher un stage ou être recruté? Merci pour la question, Youssef. Alors, est-ce que c'est suffisant? Moi, j'ai envie de dire oui et non. Alors, oui, pourquoi? Parce qu'il y a des personnes, des profils et des candidats ayant vu des annonces, ils ont postulé et ça a marché dès le premier coup. Peut-être qu'ils ne sont pas nombreux, mais sachez que ça existe. Moi-même devant vous, là je fais pas de la pub à Recrute, mais c'est vrai en plus, j'ai décroché 2 postes grâce à la plateforme Recrute parce que j'ai pu voilà, voir l'annonce, j'ai postulé directement sur la plateforme à des profils, enfin plutôt à des annonces qui correspondaient parfaitement à mon profil et j'ai eu une réponse favorable et j'ai décroché un entretien. Donc des fois ça marche, mais des fois ça marche pas. Pourquoi? Parce que c'est pas suffisant. Il faut compléter avec d'autres moyens de recherche parce que le fait de postuler en ligne, c'est l'un des moyens, mais c'est pas l'unique moyen. Moi, je préconise le fait de tester tous les moyens possibles et imaginables pour pouvoir envoyer le CV à la bonne personne et qu'il soit voilà, chez les décideurs en entreprise. Donc ça, c'était la question. D'ailleurs, la question de Noura qui vient juste après, c'est une réponse à la question de Youssef parce qu'elle nous dit quelle est la méthode plutôt la plus efficace pour postuler et chercher un emploi? Est-ce que c'est le porte-à-porte pour déposer les CV ou des candidatures spontanées ou plutôt par email ou le fait de postuler en ligne? Justement, tout ce que vous venez de citer, Noura, c'est des moyens de recherche
qui vont vous permettre de, on va dire, de multiplier vos chances pour décrocher un entretien en entreprise. Donc n'hésitez surtout pas à répondre à l'annonce, enfin qui correspond bien évidemment à votre profil, à essayer de voir dans votre réseau professionnel si vous avez des contacts au sein de cette entreprise. C'est bien aussi de passer par quelqu'un en interne qui va vous recommander ce qu'on appelle la cooptation. Ça existe, il y a plusieurs personnes, enfin plutôt entreprises qui recrutent de cette manière. Donc n'hésitez surtout pas à envoyer votre candidature par tous les biais possibles pour pouvoir multiplier vos chances. Donc pour la candidature spontanée, alors la candidature spontanée c'est aussi un moyen. Après ça dépend comment vous allez procéder pour envoyer votre CV. Soit vous l'envoyez par email à une liste de personnes, soit vous passez par ce qu'on appelle les annonces de candidature spontanée sur le portail. Et ça, il y en a une panoplie en fait de toutes les grandes structures au Maroc. Alors, nous avons eu Sharaf qui nous dit, alors que dois-je faire pour réussir ma recherche d'emploi? Voilà, alors Sharaf, c'est très simple. Si vous voulez vraiment trouver le poste de vos rêves et le poste qui correspond à votre profil, ne soyez pas passif. Ne vous attendez pas que les entreprises viennent forcément vous chercher. Prenez l'initiative et développez le réflexe de vous connecter tous les jours sur les job boards. Alors là, je ne parle pas forcément que de recrute. Alors, prenez le réflexe de vous connecter au quotidien sur Recrute et sur d'autres job boards éventuellement pour pouvoir analyser toutes les annonces qu'on diffuse et pouvoir postuler à celles qui répondent le plus à votre profil. Après, allez-y sur les réseaux, peut-être professionnels, essayez de contacter des personnes de votre entourage, de votre école, des ex-camarades de classe, des ex-collègues qui peuvent avoir des pistes à vous proposer. Donc, tous ces moyens-là sont possibles, mais dites-vous juste que si vous attendez que les entreprises vous approchent et si vous êtes passif dans votre démarche, la recherche d'emploi va vraiment prendre du temps. Donc, soyez patient. Connectez-vous tous les matins. Alors là, quand je dis vraiment tous les matins, c'est vraiment tous les matins. Connectez-vous pour voir les annonces parce que sachez qu'au Maroc, les entreprises, quand ils passent une annonce, c'est que le besoin est urgent, il est imminent, limite c'est pour hier, quoi. J'abuse, mais c'est la réalité, c'est que quand ils passent une annonce, c'est qu'ils ont vraiment besoin de recruter dans l'immédiat et que le poste est à pourvoir rapidement. Donc, si vous mettez du temps à répondre à l'annonce, ne vous étonnez pas que le poste soit pourvu entre-temps. Donc, il faut vraiment répondre à l'annonce une fois elle est publiée et être réactif et répondre au téléphone, rester joignable aussi parce qu'il y a plusieurs candidats qui répondent avec un CV qui n'est pas forcément à jour. Après, ils s'étonnent si on ne les appelle pas. Donc, prenez le temps de soigner votre CV, de mettre des coordonnées à jour et voilà, de répondre vraiment le jour même de la publication de l'annonce. C'est très efficace. Donc, nous avons eu Fatima. Alors Fatima, elle nous dit, concernant les candidatures spontanées, est-ce que c'est efficace comme moyen de recherche? Comment pouvoir attirer l'attention des recruteurs? Alors, est-ce que c'est efficace? Bien sûr que oui. Maintenant, je ne sais pas si on parle de la même chose, Fatima. Je ne sais pas si vous parlez des candidatures spontanées que vous envoyez vous-même par email depuis votre messagerie ou vous parlez de l'annonce qu'on publie sur Recrute et ce qu'on appelle généralement la candidature spontanée ou rejoignez tout simplement notre équipe. Alors, la candidature spontanée, je vais commencer déjà par traiter la candidature spontanée sur Recrute. La candidature spontanée sur Recrute, c'est tout simplement une annonce que l'entreprise va publier et elle va la laisser peut-être en ligne pendant 2 mois, 3 mois, 4 mois, des fois même 1 an. Et c'est une annonce qui permet de développer ce qu'on appelle dans le jargon RH le vivier. Ils vont développer un vivier en laissant cette annonce drainer de la matière et donc ils vont recevoir des profils de toutes les fonctions possibles. Maintenant, une annonce de candidature spontanée, c'est pas forcément, ça veut dire pas forcément
qui a un besoin tout de suite, un besoin de recrutement. C'est juste des entreprises qui vont développer un vivier en attendant d'avoir des besoins en termes de recrutement. Mais sachez que quand vous envoyez une candidature spontanée, sur cette annonce, elle est stockée quelque part chez le client. Et une fois il aura besoin de recruter un profil comme le vôtre, imaginons vous êtes aujourd'hui un responsable formation et aujourd'hui la structure va recruter un responsable formation pour son département RH, on va certainement vous contacter si votre profil correspond aux besoins de l'entreprise et donc ils vont aller chercher dans ce vivier avant d'opter pour d'autres méthodes de recherche. D'accord? Donc c'est efficace, ça peut marcher des fois rapidement et des fois ça va prendre du temps, c'est en fonction des besoins du client. Mais sachez que l'entreprise, elle va jamais s'amuser à publier une annonce pour recevoir des CV et ne rien faire avec derrière. C'est impossible, ils vont certainement les consulter. Maintenant, vous pouvez être contacté s'il y a un besoin dans ce sens, quand vous pouvez ne pas l'être, si effectivement il n'y a aucun poste qui correspond à votre profil et qui est à pourvoir chez l'entreprise en question. Alors là, c'était par rapport aux candidatures spontanées qui sont diffusées sur Recrute. Maintenant, si vous parlez des candidatures spontanées, de votre candidature spontanée que vous envoyez par email à une liste de destinataires, là c'est différent. Bien sûr que ça marche, vous pouvez avoir la chance d'envoyer votre CV à une liste de recruteurs et que l'un de ces recruteurs-là, comme par hasard, a un besoin, un poste à combler qui correspond à votre profil. Là, il va prendre son téléphone, il va vous appeler direct ou il va vous approcher, que ce soit par téléphone ou par email. Maintenant, attention, attention parce que des fois, les personnes envoient le CV à une liste de destinataires et elle laisse tout le monde en copie visible. Est-ce que vous imaginez une seconde en tant que recruteur, imaginez-vous dans la peau du recruteur et de l'entreprise en tout cas ou du DRH. Il va recevoir un email, très bien, je vous soumets mon CV parce que je suis intéressé par votre structure, par la renommée de la boîte, par. Et finalement, il voit toute une liste d'entreprises en copie, enfin c'est même pas en copie, ils sont destinataires aussi, donc il va se dire ok, il va rester perplexe par rapport à votre candidature, parce qu'il va se dire ok, c'est un mail, c'est un copier-coller qu'elle envoie à tout le monde et d'ailleurs qu'elle vient d'envoyer à tout le monde, elle n'est pas vraiment intéressée par mon entreprise. Or que, peut-être que votre profil est très intéressant, mais grâce, plutôt à cause d'une fausse manip, vous avez raté votre chance. Donc faites très attention quand vous envoyez votre CV. Prenez le temps, si vous êtes vraiment intéressé, prenez le temps de faire un mail personnalisé par entreprise et dans lequel vous allez vraiment exposer vos motivations clairement par rapport à l'entreprise X et pas un ensemble d'entreprises. C'est très important. Donc voilà, j'espère avoir répondu à votre question Fatima. En même temps, je vois plusieurs questions défiler sur le chat. Merci beaucoup. Merci pour votre participation. Vous allez devoir un peu m'excuser parce que je ne saurais pas forcément gérer les deux en même temps, gérer et la presse et répondre en live à vos questions. Je suis malheureusement monotache, on va dire, je suis vraiment désolée. Mais je vois vos questions passer et sachez qu'il y a une équipe à côté, il y a l'équipe comme RH qui sont à côté et qui sont en train de voir vos questions et ils vont me transmettre toutes les questions que j'ai pas forcément traitées au niveau des slides. D'accord, merci beaucoup pour votre participation et continuez à nous envoyer vos messages et assister à cette webconférence. Alors, donc ça c'était pour la recherche d'emploi, donc j'espère avoir fait le tour des points les plus importants. Maintenant retenez juste une chose, si vous voulez vraiment décrocher le poste ou en tout cas un premier entretien, restez vraiment attentif. Ayez le réflexe de voir toutes les annonces publiées au quotidien et comme j'ai dit, pas 3 semaines après, c'est vraiment
au quotidien, voyez les annonces, répondez à celles qui correspondent plutôt le plus à votre profil. Misez aussi sur la candidature spontanée, que ça soit au niveau des annonces publiées ou par email si vous avez un carnet d'adresses. Mais encore une fois, faites attention au copier-coller, ne mettez pas tout le monde dans le champ des destinataires, faites-le d'une manière vraiment personnalisée et l'idéal serait de personnaliser votre email aussi. Alors, faites fonctionner votre réseau. Voilà, vous avez certainement des connaissances au niveau des réseaux en fait sociaux. Demandez aux gens de vous recommander en interne. Passez par la cooptation aussi, c'est très efficace. Visitez les salons d'emploi, que ce soit les salons physiques ou virtuels. Et je profite de l'occasion, je ne peux pas ne pas le faire, de faire un peu de pub aux E-Days qui auront lieu en octobre. Donc voilà, vous aurez la date exactement plus tard par email. Donc voilà, c'est le salon virtuel annuel de Recrute. Et après, voilà, n'hésitez pas à mettre à jour votre profil au niveau de la CVTech. Inscrivez-vous. Enfin, j'ouvre une parenthèse rapidement en parlant de la CVTech. Le fait de s'inscrire sur Recrute et d'avoir un CV chez Recrute ne veut pas forcément dire que vous êtes dans la CVTech de Recrute. Et donc là, en fait, il faut... Excusez-moi, je viens d'avoir une petite question. Alors, non, c'est pas une question, c'est une information. En fait, les E-Days auront lieu en novembre, entre le 26 et le 27. Voilà, le 26 et le 27 novembre. Merci Kalima pour l'information. Alors voilà, soyez nombreux, soyez au rendez-vous, je répète, le 26 et le 27 novembre. Alors, pour la CVTech, je disais, c'est quand vous vous inscrivez sur Recrute, vous avez voilà votre compte qui est activé, mais vous avez la possibilité de dire au système « je veux faire partie de la CVTech ou pas ». Ça veut dire quoi? Est-ce que vous voulez juste répondre aux annonces? Et donc là, c'est concrètement, c'est vous qui allez voir les annonces et répondre à celles qui vous intéressent le plus. Ou bien, vous voulez être actif sur la CVTech. C'est quoi être actif sur la CVTech? C'est tout simplement rendre votre CV visible et accessible par les recruteurs qui préfèrent opter pour la chasse dans ce vivier-là. Donc, il y a des entreprises qui ne vont pas forcément aller passer une annonce. Ils vont chercher dans la CVTech de Recrute pour voir s'il y a des profils qui peuvent correspondre à leurs besoins. Ils vont les approcher directement, ce qu'on appelle approche directe. Donc voilà, ceux-là, ils vont bien sûr rater votre profil si votre profil n'est pas actif au niveau de la CVTech. Mais après, ça reste un choix. Libre à vous de voir si vous voulez rester actif ou inactif au niveau de la CVTech. Alors, je passe à la rubrique CV. Pour la rubrique CV, nous avons eu Asma qui nous dit comment mon CV peut convaincre le recruteur. C'est une bonne question. Justement, comment il peut le convaincre, sachant que le recruteur ne va pas dépasser 20 secondes peut-être sur votre CV? Tout simplement, si votre CV il est correct en termes de forme, si vous mettez en avant vraiment les critères qui sont mis en avant au niveau de l'annonce, sachez qu'il va certainement attirer l'attention du recruteur. Je donne un exemple. Je cherche aujourd'hui un développeur Java J2E. Voilà, je vais mettre sur l'annonce Java J2E avec une expérience de 5 ans, etc. dans une multinationale peut-être. Donc, si vous êtes un développeur, si vous prenez le soin de faire votre CV correctement, d'énumérer toutes les compétences techniques qui sont demandées au niveau de l'annonce et que vous maîtrisez, bien évidemment, avec un titre bien clair, développeur Java J2E ayant 5 ans d'expérience, franchement, pourquoi votre CV ne va pas convaincre le client? Il va en tout cas lui donner envie de vous contacter pour creuser davantage. Après, si votre CV est mal fait, si on ne voit pas clairement la formation, ni l'expérience, ni les missions que vous avez été amené à gérer, là, malheureusement, vous diminuez vos chances et il va pas forcément
il n'aura pas forcément envie de vous contacter, il va préférer peut-être aller contacter quelqu'un d'autre. Donc le CV, il est vraiment explicite et clair. Donc prenez le soin de bien faire le CV et de mettre en avant les critères qui sont demandés par l'entreprise. Alors, Mounir, cela fait 2 années que personne ne m'a convoqué pour un emploi malgré ma très grande expérience. Je ne sais pas si c'est dû à mon salaire ou au CV trop long. Bon, peut-être que vous avez un salaire très très élevé, ça fait peur aux recruteurs. Peut-être, je dis bien éventuellement. Maintenant, vous faites bien de poser la question, Mounir, merci beaucoup, parce qu'effectivement, un CV trop long, il risque de passer à côté et voilà, il ne retiendra pas forcément l'attention du client, enfin en tout cas de l'entreprise qui recrute, parce qu'il y a trop de détails dedans, il va se perdre. Il ne va pas forcément pouvoir retrouver les éléments clés qu'il recherche. Et donc, si vous mettez trop de détails sur le CV, eh ben, c'est normal. Enfin, je ne sais pas si j'ai le droit de dire c'est normal ou pas, mais en tout cas, il va certainement passer à d'autres CV qui sont plus clairs, plus précis et des CV qui vont aller droit au but, quoi. Voilà, il y a telle expérience, telle fonction, telle compétence et qui ne vont pas forcément brasser et il y a un encombrement de l'information dedans. Donc un CV trop long, c'est à bannir. Alors, Hedia, je pense que vous êtes tunisienne. Hedia, alors pour les offres d'emploi en anglais, dois-je fournir un CV en anglais? Merci pour la question, Hedia. Oui, tout à fait. Moi, je vous recommande personnellement de répondre aux annonces qui sont rédigées en anglais, de répondre avec un CV rédigé en anglais parce que généralement, même si c'est des multinationales qui sont ici au Maroc, normalement le RRH ou le responsable recrutement, il est francophone, il va lire votre CV, mais il va certainement le transmettre aux opérationnels qui sont la plupart du temps à 100% anglophones. Donc prenez le soin de rédiger un CV en anglais et de l'utiliser pour ce type d'annonce. Alors, Myriam, quelle est la première remarque que vous faites devant un CV? Alors, la première remarque, très honnêtement, là je ne vais pas trop maquiller mon discours, c'est la forme du CV. Quand le CV et quand il y a 6000 polices au niveau du CV, quand il y a une photo de vous en soirée ou un selfie, enfin je dirais bizarre un peu, ou une photo en cafetan, c'est juste pas possible. Il faut vraiment prendre le soin de mettre une photo professionnelle, ce qu'on appelle une photo d'identité, la mettre sur votre CV. Si vous en avez pas, c'est pas grave, pas la peine, ne mettez rien. Mais voilà, vraiment une photo professionnelle et voilà, avec un intitulé de poste bien clair ou bien vos diplômes bien clairs quand vous êtes un jeune diplômé. Voilà, et prenez le soin de relire, relire et tout le CV. Comme ça, vous évitez les fautes de français et faites-vous relire par quelqu'un s'il le faut. Comme ça, il va vous donner des conseils en termes de rédaction ou au moins, il va vous corriger vos erreurs. Donc vraiment, les fautes, les lacunes comme ça, on va dire des petits loupés sur le CV, c'est très visible et le recruteur le voit dès la première seconde. Donc faites attention à ça. Alors, comment un jeune diplômé pourra décrocher un emploi avec seulement 6 mois de stage alors que les recruteurs exigent de l'expérience à partir d'1 an et plus? Alors, vous avez raison Abdessamad, c'est un peu compliqué. Pour un jeune diplômé, c'est limite des fois frustrant et je comprends parfaitement pour un jeune diplômé qui voit que des annonces pour des personnes expérimentées, c'est pas du tout évident. Mais sachez qu'il n'y a pas que des annonces pour les personnes expérimentées. On passe pas mal d'annonces pour les jeunes diplômés et il y a plusieurs entreprises qui sont prêtes à embaucher. Excusez-moi, nous avons eu des questions. Je vais traiter là tout de suite, comme ça je n'oublierai pas. Pour les jeunes diplômés, on trouve que l'école center, comment faire? Comment constituer un réseau relationnel en tant que jeune diplômé? D'accord, très bien. Alors,
Déjà, bon, je finis de répondre à la question de Mounir et je réponds à cette question qu'on a reçue sur le chat. Alors, on parlait des jeunes diplômés, comment faire quand on n'a que des stages. Déjà, Samad, déjà dans votre question, je sens un petit sens négatif, on va dire. Si vous-même, vous considérez que vous n'avez que des stages, alors si vous ne donnez pas de la valeur à ce que vous avez réalisé comme stage, comment vous vous attendez à ce que l'entreprise le fasse? Donc déjà, soyez fiers des stages que vous avez faits et soyez conscients et fiers de la pertinence des missions que vous avez réalisées. Aujourd'hui, le stage, on ne dit pas c'est qu'un stage. Le stage, c'est une vraie expérience professionnelle. Mais maintenant, reste à vous, et vous tout seul, de donner de la valeur et de la pertinence à ce stage. Le stage, c'est pas forcément aller pointer le matin et sortir l'après-midi et faire ses heures et naviguer sur Internet. Non, pas du tout. Le stage, c'est une vraie opportunité qui permet aux jeunes diplômés de découvrir le marché de travail, de découvrir ce que c'est le fait de travailler en équipe, d'avoir des missions, de réelles missions. Et si on ne les a pas, il faut les demander. Prenez l'initiative. N'attendez jamais que votre entreprise qui vous accueille vous donne comme ça spontanément des missions, parce que des fois elle attend aussi que la personne prenne l'initiative. Donc prenez l'initiative, dites voilà, je suis intéressée par ça et ça, est-ce que je peux faire ça? Soyez curieux, posez des questions, c'est comme ça que vous allez intéresser votre entreprise et c'est comme ça qu'elle va vous déléguer davantage des missions concrètes. Donc soyez convaincus que le stage, c'est une vraie expérience. Maintenant, c'est à vous de valoriser ça durant le stage et sur le CV aussi. Comment? C'est en expliquant clairement les missions que vous avez en fait gérées pendant ce stage-là. Donc, nous avons eu, alors excusez-moi, avant de passer à la question de Zakaria, pour répondre à la question relative au call center, pour les jeunes DIP, on trouve que les call centers. Comment faire? Alors, les call centers. Aujourd'hui, on a eu déjà d'ailleurs cette question qu'on va voir dans les autres slides. Les call centers, c'est malheureusement, il y a plusieurs personnes qui pensent que c'est juste une expérience de passage. Alors, loin de ça. Vraiment, ça n'a rien à voir. C'est une vraie expérience dans la vie. C'est une vraie expérience professionnelle. Certes, peut-être que des fois, vous allez tomber sur des call centers éventuellement qui vont vous donner des scripts à apprendre et tout ça, et vous n'allez même pas peut-être avoir une marge de manœuvre assez importante pour pouvoir échanger avec vos clients, etc. par téléphone. Mais sachez que l'expérience, la gestion de stress en elle-même au téléphone, c'est très intéressant, ne serait-ce que pour développer un savoir-être. Donc, mettez-vous dans la tête que l'expérience en call center, c'est très important. C'est une vraie école en termes de gestion de stress, en termes de gestion des réclamations, en termes de développement de soi-même, développement personnel. Donc, vous allez certainement être gagnant en termes de savoir-être. Peut-être pas forcément sur le plan technique et ça va pas être en adéquation avec votre formation. Oui, peut-être, mais sachez que vous allez certainement développer une compétence en termes de savoir-être et qui va vous servir par la suite dans d'autres expériences. Donc voilà, j'espère avoir répondu à cette question. Maintenant, je vais passer à la suite. Alors, pour fermer la rubrique CV, voici un petit concentré de conseils. Alors, même si le CV doit être original et il doit attirer l'attention, il faut oublier que, en fait, c'est pas un CV, c'est pas on va dire une œuvre d'art. C'est vraiment un état des lieux, c'est un document sur lequel vous mettez votre expérience, votre formation et votre profil. Donc, soyez sobre. Comme j'ai dit tout à l'heure, pas de photos de vous en soirée ou dans une fête de mariage ou dans un jardin ou une piscine. C'est vraiment une photo professionnelle. Et voilà, expliquez brièvement votre diplôme. Parlez aussi, présentez, enfin pour ceux qui ont de l'expérience, présentez le secteur d'activité de votre employeur, parce qu'un DRH n'est pas censé, on va dire, connaître toutes les entreprises sur place. Donc prenez le temps d'expliquer rapidement l'activité de l'entreprise dans laquelle vous opérez. Alors,
Rajouter aussi ce qui peut aider au niveau du CV. Là, je prends l'exemple d'un développeur PHP par exemple qui a développé des plateformes, des sites web. N'hésitez pas à mettre vos réalisations, les liens de ce que vous avez réalisé en fait, les liens des sites sur votre CV. Comme ça, le client aura une idée sur ce que vous avez fait et la qualité de vos réalisations. Alors là, on va passer à la rubrique questions techniques. Alors, nous avons eu Saad. Je suis inscrit sur Recrute depuis presque un an et je n'arrive toujours pas à trouver un bon poste. Est-ce qu'il y a un problème sur mon CV? Alors, Saad, effectivement, cette question revient souvent et, excusez-moi, quand on creuse, on trouve que le CV Recrute, en tout cas, est mal renseigné. Parce qu'il faut faire la différence. Quand vous êtes un candidat Recrute, vous avez le CV Recrute et vous avez le CV Word ou le CV PDF que vous attachez à votre compte. Alors, le CV Recrute, quand il est mal renseigné, ben en fait, quand vous répondez à une annonce, le recruteur derrière, il reçoit un aperçu de votre CV et une fois puisqu'il est vide, ben il reçoit un aperçu, mais vraiment vide. Quand je dis vide, il y a limite juste votre nom et votre prénom. Donc, et juste derrière, peut-être, il va recevoir un CV sur lequel on voit l'expérience, la formation, le dernier recruteur, etc. Le diplôme clairement marqué sur l'aperçu. Donc, très honnêtement, cette personne-là aura plus de chances d'attirer l'attention du recruteur. Donc oui, effectivement, un CV mal renseigné, ça peut être une cause qui va un peu limiter vos chances pour décrocher un entretien. Donc là, je vais vous donner un aperçu tout à l'heure des CV mal renseignés et qu'est-ce que ça donne sur le tableau de bord de l'entreprise qui recrute. Donc restez avec nous, Saad, vous allez voir un exemple concret. Karima, je reçois par email des annonces qui n'ont rien à voir avec mon profil. Pourquoi? Bah, tout simplement Karima, parce que vous avez mal paramétré ce qu'on appelle les alertes mail. Alors, quand je suis candidate Recrute, j'ai la possibilité sur mon tableau de bord de candidat de dire au système, écoutez, avisez-moi quand il y a des annonces concernant telle fonction et tel secteur. Voilà, et telle ville peut-être. Alors, quand je vais mal choisir la fonction, automatiquement, le système, il ne va pas deviner, il va vraiment appliquer et exécuter ce que vous lui avez demandé. Donc, si vous vous trompez au niveau de la fonction et du secteur au niveau des alertes que vous souhaitez recevoir, c'est normal qu'il vous envoie quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que vous recherchez. Donc voilà, prenez le temps, Karima, de revenir un peu sur votre tableau de bord, de chercher la rubrique Mes alertes et de voir un peu le paramétrage que vous avez fait. En tout cas, pour tout ce qui est utilisation de votre tableau de bord, sachez qu'il y a plusieurs capsules sur le site qui vont vous donner des conseils dans ce sens. Alors, Fouad, pourquoi je postule à certaines annonces, on m'oriente vers un autre site? Tout simplement parce qu'il y a des entreprises qui préfèrent passer une annonce et recevoir les CV sur leur propre site. Donc, Recrute va vous rediriger systématiquement vers le site RH de l'entreprise qui cherche ce profil-là. Alors, Jed, pourquoi je ne reçois pas de retour de la part de Recrute? Alors, c'est la question qui revient souvent. Nous sommes conscients de cela, de l'ampleur, très honnêtement, c'est une question qui revient souvent. Je comprends parfaitement que des fois, ça devient frustrant. Mais sachez que ce n'est pas à Recrute de vous faire un feedback. C'est aux entreprises de faire un feedback et c'est à elles de répondre par la négative ou par la positive à votre candidature parce que c'est elles qui publient les annonces et c'est pas Recrute. Sachez que nous accompagnons nos entreprises, nos clientes actuelles pour mieux exploiter ces outils-là et pour qu'ils puissent aussi développer le réflexe de répondre. Une fois le recrutement est concrétisé, ils doivent répondre par la négative sur l'interface et ça commence à se développer petit à petit. On n'est pas encore arrivé malheureusement on va dire à l'objectif, mais ça va venir. Alors, voilà un aperçu. Saad, tout à l'heure, vous avez dit, est-ce qu'un CV mal renseigné, effectivement, peut causer problème? Voilà un exemple. Là, vous avez le CV
d'une personne qui est vraiment vide, voilà ce que ça donne comme aperçu chez le client. Quand il ouvre son interface, voilà ce qu'il voit. Et vous avez une deuxième personne qui a pris le soin de bien renseigner son CV, voilà ce que ça donne. Donc elle aura plus de chances de décrocher le poste. C'est une assistante de direction, donc elle a clairement marqué l'intitulé de son CV, sa dernière expérience, le dernier secteur, etc. Donc c'est logique qu'elle décroche un entretien plus rapidement que vous. Pour les entretiens téléphoniques, nous avons eu Abdallah. Une fois le contact est établi, comment peut-on motiver le recruteur à nous recevoir en entretien physique? Alors, tout simplement en entretien téléphonique, si vous êtes clair, si vous êtes agréable au téléphone, si vous prenez le temps d'analyser les questions, de répondre correctement et d'exprimer clairement votre motivation, je ne vois pas pourquoi le recruteur ne va pas vous donner rendez-vous. Si par contre vous répondez à côté de la plaque, si vous avez du mal à gérer votre stress et si vous vous comportez d'une manière pas forcément professionnelle, c'est normal que vous lui donnez pas forcément envie de vous rappeler, et surtout si vous manquez de dynamisme au téléphone, alors là ça craint, parce que mine de rien, le dynamisme s'entend au téléphone et il exprime, on va dire, plus ou moins votre motivation pour le poste. Donc si vous ne l'êtes pas forcément, donc ça peut refléter un manque de motivation de votre part. Donc Kautsar qui nous demande si besoin de décaler le rendez-vous, comment faire pour appeler le recruteur. Tout simplement en demandant au téléphone les coordonnées de votre recruteur, soit au début, soit vers la fin, avant de raccrocher. Il n'y a pas de mal, vous lui dites « Excusez-moi, est-ce que je peux récupérer vos coordonnées? Comme ça, je peux vous rappeler ultérieurement. » Voilà, il n'y aura pas de souci, normalement, il va vous répondre. Yacine, comment gérer le stress et répondre correctement, sachant qu'au bureau, on n'est pas forcément, quand on est au bureau, on n'est pas forcément à l'aise. Tout simplement, Yacine, vous n'êtes pas obligé de répondre quand vous êtes au bureau. Soit vous envoyez un message à la personne pour lui demander de vous rappeler, soit vous décrochez et quand vous voyez que c'est une entreprise ou un cabinet de recrutement, vous dites tout simplement que voilà, vous allez devoir accrocher parce que vous n'êtes pas forcément à l'aise et que est-ce que c'est possible qu'elle vous rappelle vers telle heure ou telle heure. C'est mieux, tout en restant professionnel, il n'y a pas de mal. Donc voilà, pour les entretiens, pour résumer, ayez le réflexe de demander les coordonnées de votre interlocuteur. Renseignez-vous sur l'entreprise aussi avant d'aller chez le recruteur. N'hésitez pas à lui demander de vous rappeler si vous n'êtes pas à l'aise. Donnez de la vivacité et du dynamisme à votre échange téléphonique. Ne donnez jamais de rendez-vous au recruteur quand vous n'êtes pas vraiment intéressé par son offre. Il faut savoir dire non quand l'offre ne vous intéresse pas. Le chouma, ça n'existe pas dans le recrutement. Je suis désolée de le dire comme ça, mais quand vous avez un recruteur qui vous appelle et qui vous parle d'un tel poste et ça ne vous intéresse pas vraiment, il n'y a pas de mal. Vous dites excusez-moi, merci beaucoup pour votre intérêt, mais je ne suis pas intéressée et ça s'arrête là, c'est tout. Au lieu de donner rendez-vous et de ne pas partir. Voilà, et essayez de repérer les locaux de l'entreprise la veille de votre rendez-vous. C'est mieux, comme ça vous n'allez pas vous perdre et vous allez être au rendez-vous. Pour les entretiens face-to-face, alors, nous avons eu Selma. Quelle est la meilleure excuse qu'on pourrait donner lors d'un entretien pour justifier une période d'inactivité? Tout simplement, Selma, tout en restant honnête, vous n'avez rien à craindre. Si vous avez eu une période d'inactivité, c'est certainement dû à une raison. Il faut le dire clairement au recruteur. Ça ne sert absolument à rien de mentir parce que ça va se voir. Donc, ne mentez jamais, soyez vous-même et dites la vérité. Il va certainement comprendre. Alors, Mohamed, comment répondre à la question des prétentions salariales? Moi, personnellement, je vous recommande de donner votre package actuel. Voilà, je touche tant et je comprends parfaitement que vous avez une grille derrière. Je reste ouvert à toute proposition et je vous laisse le soin de me faire une proposition qui correspond à ce que je vaux et à votre grille. Comme ça, vous êtes tranquille. Comment préparer mon entretien? Voilà, renseignez-vous sur l'entreprise Nizar et maîtrisez votre CV. Prenez le temps de le décortiquer et de maîtriser chaque ligne marquée sur votre CV parce que si jamais le recruteur creuse au niveau de la formation, de l'expérience et que vous ne maîtrisez pas la chose, ça va se voir et vous allez perdre vos moyens. Donc maîtrisez très très bien votre CV et votre parcours.
Ibtissam, en tant que débutante, n'ayant qu'une seule expérience en centre d'appel, comment gérer cela? Je pense que j'ai déjà parlé des centres d'appel et j'ai dit que c'est une vraie expérience. Mettez-la en avant et il faut lui donner sa valeur. Donc, au contraire, c'est une bonne expérience. Aziz, expliquez pourquoi vous avez quitté votre employeur actuel. Aziz, dites les choses très honnêtement. Expliquez vos motivations, pourquoi vous souhaitez quitter, mais jamais, jamais, jamais parlez mal de votre employeur actuel ou de votre ex-employeur parce que c'est très très mal vu et c'est pas professionnel. Houda, dans les entretiens d'embauche, comment répondre à la question pourquoi vous désirez changer? Vous expliquez tout simplement qu'est-ce qui vous pousse à quitter. Parce qu'aujourd'hui, si vous êtes face à ce recruteur et que vous êtes là pour passer un entretien, c'est qu'il y a certainement un intérêt. Donc il faut juste lui expliquer et lui vendre ses motivations. Alors, comment répondre aux questions pièges? Ali, je tiens à vous dire qu'il n'y a pas de questions pièges. Quand le recruteur pose une question, c'est qu'il a vraiment besoin d'avoir des éléments de réponse. Il n'est pas là pour vous piéger. Pourquoi il vous piégera? Parce que si vous êtes là, c'est que vous l'intéressez. Et si vous êtes là, c'est que lui aussi, en tant qu'entreprise, vous intéresse. Donc, il n'y a pas de questions pièges. Soyez naturel, détendu. Répondez et transparence. Vous n'aurez rien à craindre. Alors, Houssine, lorsque le jury vous pose la question, savez-vous dire non? Que dois-je répondre? Alors, il faut savoir dire non, Houssine, mais tout simplement, vous dites à votre jury que oui, je sais dire non quand ça dépasse mon périmètre ou quand, quand ça dépasse mon périmètre et j'ai pas forcément le temps d'accomplir cette mission. Je suis prêt à accomplir toutes les missions qu'on m'attribue si ces dernières n'impactent pas la raison d'être de mon poste et n'impactent pas mon rendement au niveau de mes fonctions principales, tout simplement. Alors, Hassan, si j'ai un entretien, quelles sont les questions qu'il faut préparer? Hassan, ne quittez pas cette webconférence parce que juste après, vous aurez accès aux slides en fait, que j'ai préparées et dans une page, j'ai marqué toutes les questions, on va dire, un peu générales qu'un recruteur peut vous poser en entretien. Donc voilà, vous aurez le temps de les noter. Et Zakaria, en tant que jeune DIP, comment avoir une idée sur le salaire à demander? Effectivement, vous ne pouvez pas le savoir. Par contre, ce que je vous recommande, c'est de demander à vos camarades de classe qui ont déjà pu décrocher un poste, de leur demander un peu le salaire qu'ils ont eu. Comme ça, vous pouvez au moins vous faire une fourchette. Alors, en entretien face-to-face, voilà les quelques conseils que je vous donne, enfin plutôt les exemples de questions susceptibles d'être posées en entretien. Donc, vous aurez le temps par la suite de les récupérer directement sur le site. Alors, nous avons eu aussi des questions par rapport à la suite après la passation de l'entretien physique. Alors, nous avons eu Tissam qui nous dit comment relancer les recruteurs. Après avoir passé l'entretien, déjà après l'entretien, prenez le temps d'envoyer un petit mail de remerciement pour dire à ce recruteur merci de m'avoir reçu, de le remercier aussi pour l'échange que vous avez eu. Si vous avez besoin d'un complément d'information, c'est l'occasion de lui demander par email et de lui demander aussi d'avoir de la visibilité sur la suite du processus. Et l'idéal serait de demander le délai que le recruteur s'est fixé pour se décider au moment vers la fin de l'entretien face-to-face. Demandez-lui avant de sortir, écoutez, si je peux me permettre, quand est-ce que j'aurai un feedback? Il n'y a pas de mal, il va répondre professionnellement et gentiment à votre question. Alors, comment décliner l'offre d'un recruteur si je ne suis plus intéressée? Khalil, encore une fois, soyez honnête, répondez, ça ne sert à rien d'éteindre votre téléphone, de ne plus répondre à ses appels. Au contraire, répondez à l'appel de la personne tout en lui expliquant que vous avez trouvé mieux ailleurs et que vous n'êtes plus intéressé. Et puis voilà, c'est tout. On ne va pas vous forcer. Soyez juste professionnel et puis voilà. Alors,
Hamza, après avoir accepté la proposition, faudrait-il rappeler le recruteur? Oui, il n'y a pas de mal, faites-le Hamza, ça veut dire que vous êtes réellement intéressé et voilà, vous avez envie de rejoindre la structure rapidement, donc faites-le, n'hésitez pas à relancer le client et surtout qu'un RRH ou un responsable recrutement, il n'a forcément pas que ce recrutement à gérer, il a d'autres recrutements à gérer en parallèle, donc peut-être qu'il va oublier de vous rappeler, donc il n'y a pas de mal, rappelez-le de votre côté et ça serait aussi, c'est un point que vous allez marquer en fait en termes de motivation. Alors les questions divers, alors celle-là je l'ai bien appréciée, merci beaucoup Abdelhadi pour votre honnêteté. Question un peu bizarre mais il faut oser. Est-ce que les entreprises demandent à recrute de bloquer les candidatures de leurs salariés chez d'autres structures? Non, Abdelhadi, on ne le fait jamais. On n'a pas la main déjà techniquement sur le faire. Jamais on a eu un client qui nous a demandé ça. Et déontologiquement parlant, on n'a pas le droit de le faire. On n'a pas le droit parce que vous avez tout à fait le droit de postuler voilà, à chez toutes les entreprises qui vous intéressent. Donc, on ne le fait pas. Niet Abdelhadi, on ne le fait pas. Donc, rassurez-vous. Alors je vais, pour ne pas être coupé, parce que là je pense qu'on va être coupé après 4 minutes à peu près, donc voilà, je vais, de toute façon vous aurez accès à ces conseils là sur la plateforme par la suite, donc n'hésitez pas à aller voir les slides que j'ai préparés, aussi les questions. Par contre, je tiens quand même à répondre à la question de Zakaria, quand est-ce qu'il faut changer d'entreprise? Alors tout simplement Zakaria, j'ai envie de vous dire que quand vous n'êtes plus motivé, et la motivation dépend d'une personne à une autre, les leviers de motivation de chaque personne est différent. En fait, comment vous expliquer? Il y a des personnes qui sont intéressées par le salaire, d'autres intéressés par la dimension du poste, d'autres intéressés par l'ambiance, sympa, cool, d'autres qui veulent tout simplement travailler avec un manager qui est flexible, qui est à l'écoute, etc. Donc, ça dépend de vous. Si par exemple, vous posez, vous faites une analyse de vos motivations, vos leviers de motivation, et vous dites, ok, moi je suis plutôt intéressé par tout ce qui est ambiance, plutôt salaire. Si par exemple vous voyez que vous stagnez au niveau de votre entreprise malgré toute votre performance, malgré les années qui coulent et les entretiens d'évaluation annuels et vous n'êtes pas augmenté, or que le salaire est vraiment votre première motivation, il faut peut-être aller chercher de nouveaux horizons. Donc tout dépend de vos leviers de motivation, je ne peux pas décider à votre place, mais très honnêtement j'ai envie de vous dire que on change d'entreprise quand on se lève le matin et on se dit dans notre tête, je vais encore partir au boulot. C'est là où il faut vraiment changer parce que ça veut dire que vous n'êtes plus motivé et ça sert absolument à rien. Donc c'est à ce moment-là qu'il faut chercher ailleurs. Donc voilà, vous aurez un récapitulatif des conseils que j'ai donnés de vive voix sur ces slides-là. Vous aurez accès à ça sur le site directement. Et donc voilà, avant de fermer en fait cette webconférence, je tiens à vous remercier pour votre participation. Merci de m'avoir supporté pendant 1 heure. Merci pour votre patience. Merci pour la pertinence de vos questions. Merci pour votre fidélité. Je tiens à passer un message directement aux jeunes diplômés. Ne perdez jamais espoir. Continuez à postuler aux annonces qui correspondent à votre profil ou au moins en grande partie à votre profil. Prenez le temps de mettre en avant votre savoir-être et tout ce que vous avez fait sur le plan associatif parce que ça se voit sur le CV et c'est comme ça que vous allez pouvoir multiplier vos chances. Et dites-vous qu'il y a encore des entreprises qui croient dans les jeunes diplômés. Moi personnellement, je tiens à le partager avec vous, j'ai recruté une jeune diplômée et j'avais pris le risque de la recruter, mais je suis très très fière aujourd'hui de son recrutement parce que vraiment c'est une personne qui a fait preuve d'un savoir-être, mais alors là vraiment impressionnant et elle nous a tous impressionnés et voilà, elle a fait ses preuves aujourd'hui, elle fait partie des personnes compétentes. Je passe aussi le message aux recruteurs, donnez la chance aux jeunes diplômés. S'il y a des RRH parmi nous aujourd'hui, ils vont certainement vous surprendre.
Donc voilà, merci encore une fois et je vous donne rendez-vous voilà, très prochainement. À très bientôt pour la prochaine webconférence. Au revoir.